sont là. Ça va arriver là. J'y vais. C'est bon? C'est bon. Madame Le Pen, première question sur les industriels. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'abord et qu'est-ce que vous êtes venu leur dire à tous ces industriels? D'abord, je suis venu les soutenir. Leur dire qu'on a atteint en réalité un seuil critique. On est en dessous de 10% du PIB. Si on continue comme ça, avec depuis 2 ans 52 000 emplois secs perdus dans l'industrie, il faut à tout prix que la réindustrialisation ne soit pas seulement une opération de com, mais une réelle politique, parce que le pays en a évidemment besoin. Alors évidemment, ils sont confrontés à toute une série de difficultés que nous avons nous-mêmes créées, il faut bien le dire. La France a contribué avec l'Union européenne à diaboliser l'industrie, clairement, et à multiplier en réalité les normes, les obligations administratives, les taxes diverses et variées, qui rendent l'existence de ces industries aujourd'hui héroïques. Ils sont là, ils sont héroïques. Voilà. Ils ont évidemment la capacité de partir à nouveau à la conquête du pays, de l'Europe, du monde, mais il faut arrêter, il faut couper les fils qui, comme pour Gulliver, entravent en fait notre outil industriel et faciliter le développement de cette industrie qui a maintes qualités, contrairement à ce que pensent un certain nombre de nos dirigeants. Ce déplacement nous permet aussi de parler de l'énergie, c'est le sujet du moment. Il y a un plan d'aide ciblée de 70 millions qui a été dégainé par le gouvernement vendredi. Il y a aussi une idée sur la table de Sébastien Lecornu qui propose d'électrifier l'économie en utilisant le surplus des recettes fiscales. Comme ça, on électrifie l'économie, hop là! Ah mais je croyais qu'il n'y avait pas de surplus, moi, des recettes fiscales. Quand on a dit qu'il ne fallait pas que l'État profite de la crise, le Premier ministre et l'ensemble des ministres nous ont expliqué que mais non, pas du tout, il n'y avait pas de recettes fiscales supplémentaires. Donc c'était déjà un mensonge, vous voyez. Alors il faudrait éviter de les accumuler, les mensonges de la part du gouvernement, parce que ça crée évidemment une ambiance de défiance massive dans l'opinion publique. Donc la première des choses à faire quand on a un surplus de fiscalité dans une situation de crise où il faut des décisions extrêmement rapides, parce que ce soit les professionnels ou que ce soit les particuliers, eh bien, ils commencent à ne plus pouvoir acquérir du carburant, c'est de mettre en place, de se servir en fait de ces recettes supplémentaires et y renoncer. Déjà, c'est la première des choses, en baissant la TVA et accessoirement en baissant les taxes sur les carburants. C'est ce que nous proposons. Nous proposons déjà par temps calme, parce que vous savez que nous sommes pour la baisse de 20,5 de la TVA sur l'ensemble de l'énergie, mais a fortiori, quand on est en situation de crise, il faut le mettre en place de manière urgente. Le gouvernement n'est pas à la hauteur de la crise aujourd'hui, selon vous? Il n'est pas le seul à ne pas être à la hauteur, j'ai envie de vous dire, parce que est-ce que vous avez entendu une seule proposition d'un parti politique français pour répondre à la crise actuelle de l'énergie? Zéro. Le gouvernement n'a pas d'idée, mais aucun autre parti, ni le PS, ni l'extrême gauche, ni les LR, ni Modem, ni Horizon, aucun n'a la moindre idée pour pouvoir répondre à cette urgence absolue qui est celle de l'explosion de l'énergie, dont rien ne nous dit qu'elle ne va pas durer. Sauf que le gouvernement parle de maîtrise des dépenses publiques quand on leur dit que le Rassemblement national propose cette mesure de baisse de la TVA. Le gouvernement nous dit qu'il faut la maîtrise des dépenses publiques. Qu'ils nous laissent la place. S'ils ne sont pas capables de faire, s'ils n'ont aucune idée d'économie à faire pour pouvoir financer cette mesure, ils nous laissent la place. Nous, on en a plein des idées d'économie. Croyez-moi, il y a une gabegie dans notre pays qui est absolument insensée. Je vais vous donner juste un exemple. On vient d'augmenter de 6 milliards la contribution à l'Union européenne. 6 milliards! C'est déjà la moitié de ce que coûterait la baisse non seulement de la TVA de 20 à 5,5, mais également la baisse de la taxe sur les carburants. Voilà. Donc vous voyez, franchement, je veux dire, quand on ne sait pas faire, mieux vaut partir. Voilà, je pense que monsieur Lecornu pourrait dire écoutez, moi j'ai pas de solution, je m'en vais et croyez-moi, on organise des élections législatives, il n'y a pas de souci, on trouvera des solutions. Dans toutes vos réponses, vous ciblez l'Union européenne au moment où plusieurs de vos élus décrochent le drapeau étoilé.
cette hostilité à l'égard de Bruxelles, ça va monter ça, à mesure que la présidentielle va approcher? Enfin, écoutez, regardez, vous voulez qu'on reparle de l'industrie? Parlons de l'industrie. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est un drame pour les industries. La multiplication de la taxonomie verte, un drame pour les industries, ça a tué tous les investissements dans l'industrie. La multiplication des normes, la multiplication des taxes, c'est ça qui est en train de tuer l'industrie. Et ça a été mis en œuvre par l'Union européenne avec l'incitation, l'accord du gouvernement français. Je vais vous en donner une dernière, tiens, je l'ai apprise ce matin. Et sur la transparence des rémunérations, l'Union européenne va imposer, en plus de toutes les normes et de tous les, les papiers que nos entreprises sont obligées de remplir, une transparence sur les rémunérations. La directive de l'Union européenne prévoit la transparence pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va la rendre obligatoire pour les entreprises, de 100 salariés, pardon. Nous, on va les rendre obligatoires pour les entreprises de 50 salariés. Donc, en fait, l'objectif, c'est de faire 2 fois pire que Bruxelles pour entraver la vie de nos entreprises. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable au moment où on parle de simplification? Évidemment que ça n'est pas raisonnable. Donc, il faut mettre fin à cette machine folle, à cette inflation qui devient, encore une fois, un inconvénient, un boulet pour l'ensemble de notre économie et en premier lieu pour notre industrie. Je reviens simplement sur la question de l'énergie, le principe même de flécher les surplus générés par les taxes sur les carburants vers l'électrification. Est-ce que c'est une priorité qui vous paraît intéressante? Mais c'est pas ce qu'on appelle une priorité, monsieur. Un truc qui se fait sur plusieurs années, si vous voulez. Là, dans la situation de crise que nous connaissons, en fait, c'est un moyen d'adoucir les critiques. Non, mais regardez, c'est vrai qu'on gagne de l'argent. Pour finir, je vous avais menti. En fait, on vous a dit qu'on ne gagnait pas d'argent avec cette crise. En fait, l'État gagne de l'argent avec cette crise. Mais vous inquiétez pas, nous allons en faire un usage vertueux. Je veux dire, le meilleur moyen, encore une fois, d'impulser l'électrification, c'est d'arrêter de pourrir nos entreprises et nos industries de normes, de taxes, d'impôts supplémentaires, de difficultés de toute nature et de toutes sortes qui sont, encore une fois, soit créées, soit accompagnées par le gouvernement français. Peut-être la candidate naturelle du RN à la présidentielle, est-ce que vous présentez que le sujet de la crise énergétique et du pouvoir d'achat va à nouveau être une autre thème de cette présidentielle? Il ne vous a pas échappé que le Rassemblement national, en règle générale, met toujours le doigt sur les vrais sujets de préoccupation des Français. C'était le pouvoir d'achat, il y a quelques années, ça le reste. C'est aujourd'hui évidemment l'énergie, et pour l'économie de notre pays, c'est aussi bien entendu l'industrie, au-delà des grands sujets que vous connaissez et qui sont encore une fois une préoccupation également quotidienne des Français, que sont l'immigration et l'insécurité. Un mot sur les questions des critiques de Donald Trump à l'égard de la France. Il a considéré qu'il a jugé que Paris n'était pas dans la coopération, que les États-Unis s'en souviendront dans la guerre contre l'Iran. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je n'ai rien à lui répondre, nous sommes souverains. Voilà. La nation française est souveraine, elle prend les décisions qui vont dans le sens de leur intérêt. Moi, j'ai toujours pas compris quels étaient les buts de guerre de Donald Trump. Donc, vous attendez quelque chose, sa prise de parole ce soir? D'ailleurs qu'il en fasse une explication plus claire. Il va prendre la parole. Moi, ce que je vois, c'est que la situation actuelle, et bien entendu, nous serions réjouis considérablement si le régime iranien était tombé pour libérer le peuple iranien. Il n'en demeure pas moins que ce but de guerre ne semble pas être clair. Et en tout cas, s'il existait, il est au moment où nous nous parlons raté. Et que l'économie mondiale est actuellement en situation très périlleuse. Il envisagerait de se retirer de l'OTAN. Il dit beaucoup de choses, si vous voulez. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien intervenir sur les déclarations de Donald Trump, qui parfois d'ailleurs sont contradictoires dans la même matinée. Bon, c'est son style. Il a parfaitement le droit d'utiliser cette méthode. Je n'ai pas obligé non plus de réagir, encore une fois, à chacune de ses interventions. Sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie, Sébastien Lecornu met en garde ce matin contre une motion de rejet qui pourrait potentiellement être adoptée via notamment les députés Rassemblement National sur le projet de loi constitutionnel. Et il met en garde sur quoi? Il parle d'une motion de mépris.
Vous confirmez que les députés Rassemblement national voteront cette motion de rejet déjà? Pourquoi une motion de mépris? Le gouvernement, là encore une fois, ment, puisque le gouvernement sait parfaitement qu'en réalité, même si la motion de rejet n'est pas envoyée, le texte n'ira pas au bout, pour une raison très simple, c'est qu'il y a 3000 amendements, et donc, à un moment donné, comme ça va traîner, le gouvernement retirera le texte. Donc il faut, encore une fois, arrêter de biaiser en permanence, arrêter de mentir en permanence, ça devient insupportable dans le débat public. Ils savent que ce texte n'ira pas au bout. Ce texte, il est mauvais, il est dangereux pour la Nouvelle-Calédonie, il est dangereux pour la France, et donc comme nous le considérons dangereux, nous voterons évidemment la motion de rejet. Il y a un député qui vous cible aujourd'hui, qui s'appelle Raphaël Arnaud, vous le connaissez, et il annonce qu'il ne démissionnera pas pour son retour médiatique de l'Assemblée nationale. Et il se demande pourquoi on ne s'intéresse pas à vos liens entre vous et le GUD. Donc sa première réaction. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, moi je n'ai pas à répondre au chef de la milice qui a en responsabilité beaucoup de blessés et un mort. Voilà. Je pense que M. Arnaud ferait mieux de s'occuper des problèmes qu'il a générés en étant le chef de cette milice, plutôt que d'essayer de détourner de manière assez piteuse et grossière, il faut bien le dire, l'attention sur d'autres. Vous devrez démissionner, ça vous choque ce retour dans les médias? Merci, on doit avancer, s'il vous plaît, pour le rendez-vous. Pourquoi ne resterait-il pas député, puisqu'il est protégé par son groupe et protégé par Jean-Luc Mélenchon? Et cette tribune qu'on lui accorde par le Média Blast, ça vous choque? C'est bon, c'est bon. J'ai un an. À la fin de cet échange, une chose devient absolument claire, le pays se trouve à un tournant où les décisions ne peuvent plus attendre. L'industrie est sous pression, les citoyens sont écrasés par la hausse des prix, et la crise énergétique ne cesse de s'aggraver. La question n'est plus de savoir s'il y a un problème, mais plutôt qui apportera une solution. Marine Le Pen insiste à plusieurs reprises sur le fait que le système lui-même est devenu un obstacle. Trop de taxes, trop de règles, et une bureaucratie lourde ont fini par lier les mains de ceux qui peuvent réellement faire avancer le pays. Selon elle, si cette machine n'est pas rapidement ralentie ou arrêtée, l'industrie ne fera pas que souffrir, elle risque de disparaître. Cependant, un autre aspect apparaît également, avec la critique politique vient la responsabilité. Il ne suffit pas de pointer du doigt, il faut aussi montrer un chemin. Réduire les taxes sera-t-il suffisant? Supprimer certaines réglementations réglera-t-il tout? Ou bien le problème est-il bien plus profond? En fin de compte, ce débat ne concerne pas seulement la politique, mais la vie quotidienne des citoyens. Le prix du carburant, les factures d'électricité et les opportunités d'emploi ont un impact direct sur la population. Il faudra donc trancher, continuer sur les anciennes voies en prenant des risques, ou repenser le système avec une nouvelle vision. Le temps presse et l'enjeu est considérable.